Chers collègues, Voilà, c'est pour ça. Mais voilà, donc je me disais bien que... bien, est-ce que c'est possible que vous vous installiez pour que nous puissions commencer le conseil? Merci. Avant de commencer le conseil, je commence par une annonce. Juste avant, dans la salle des mariages, nous avons fait une assemblée générale des parents, des enseignants qui agissent pour des moyens pour l'éducation nationale. Je vous rappelle, on a 213 heures de DHG en moins sur les collèges et lycées, plus des annonces de suppression de classes. Et donc, il a été décidé par les parents, les enseignants, avec notre soutien, une journée école morte le 14 avril, avec demande de rendez-vous au ministère à partir de 14 heures, et donc un rassemblement et une manifestation sur Gennevilliers, rendez-vous sur le parvis à 12 heures le 14 avril. Donc ça, c'est une information que je me permets de vous dire avant de commencer le conseil, ce qui permet à quelques élus d'arriver encore. Ce soir, nous installons aussi Sylvie Morel, nouvellement élue conseillère municipale. Elle ne peut pas être présente ce soir, mais nous a donné son pouvoir. Elle est bien connue de chacune et de chacun d'entre nous, puis des Gennevilloises et des Gennevillois, puisqu'elle a siégé ici même de 2014 à 2020 au sein du groupe d'Union des Gennevillois. Elle revient dans notre assemblée suite à la démission de M. Chawki Apsi. En effet, le 22 février 2023, Chawki Apsi, en revenant du repas le midi avec 3 employés municipaux, a embrassé sur la bouche une des personnes dans l'ascenseur de la mairie. Cela a légitimement choqué l'agente qui a saisi l'administration communale. Une enquête administrative permettant d'établir les faits a été enclenchée immédiatement. J'ai rencontré Chawki Apsi et l'administration communale le soir même et j'ai décidé de retirer les délégations de l'élu. Le lendemain, le 23 février, la victime a déposé une plainte pour agression sexuelle tandis qu'un arrêté municipal confirmant le retrait de délégation était publié et Chawki Apsi me remettait sa démission du conseil municipal. En démissionnant, M. Apsi a tiré les conséquences de cet acte inacceptable dans la vie en général et particulièrement dans notre équipe municipale. J'ai ensuite assuré l'agent de notre soutien et l'a informé du fait qu'elle bénéficiera de la protection fonctionnelle de la mairie. Ses frais d'avocat seront pris en charge par la ville. Prise en moins de 24 heures, cette décision marque la volonté de la ville de ne minimiser aucune entorse à son combat féministe. La justice est maintenant saisie. Il lui appartient de dire le droit et d'en tirer les conséquences en termes de sanctions pénales, s'il doit y en avoir. Le conseil municipal doit donc, ce soir, être appelé à renouveler ses instances afin de poursuivre son action volontariste pour l'emploi et l'insertion. Et j'ai donc proposé à M. Mohamed Bin Agdad de devenir maire adjoint, mais on le verra plus tard dans le cadre d'une de nos délibérations. Je vais donc, ayant procédé à l'installation de Mme Morel, je vous propose de passer à l'appel nominatif des conseillers municipaux fait par Madame la directrice générale des services. Bonsoir. Patrice Leclerc. Présent. Anne-Laure Pérez. Présente. Mohamed Grichy. Présent. Yasmina Attaf. Présente. Philippe Clochette. Absent, donne le pouvoir à Isabelle Massard. Delia Toumi. Grégory Boulor. Absent. Alexandra d'Alcantara. Roger Duguet. Isabelle Massard. Belkacem Houchen. Céline Lanoiselet. Zineb Zouaoui. Laurent Noël. Carole Lafont. Christophe Bernier. Maria Blanca Fernandez. Nadia Mouadine. Ibrahima Ndiaye. Sophia Manseri.
Mohamed Binagdan. Sonia Blanc. Christian Deschênes. Zine Boukrich. Véronique Desmettre. Richard Mera. Khalid Damoun. Aurélie Remacle. Éloi Simon. Fabienne Moreau. Présente. Mohamed Dani. Présent. Mariama Gassama. Présente. Elsa Fossillon. Jacques Briffaut. Émeric Labadi. Sylvie Morel. Hassen Meherga. Karine Chala. Laetitia Girardi. Sinan Karakus. Christelle Nedelec. Ibrahima Diallo. Philippe Allais. Merci Madame la Directrice. Nous avons donc le quorum. Bon, faites attention à vous parce que en fait, beaucoup des absents sont absents à cause de la Covid. Il y a au moins 3 élus absents ce soir à cause de ça. C'est sans vouloir lever un secret médical. C'est une des raisons de l'absence de beaucoup d'élus. Toujours sans lever le secret médical, je me permets de souhaiter un très bon anniversaire à Christian Deschênes, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Christian. J'espère que tu as amené une bouteille pour payer un coup. Donc bon anniversaire. Et je voudrais aussi féliciter notre collègue Nadia Mouadine qui est absente, puisqu'elle a eu un petit garçon qui s'appelle Yuri. Donc félicitations à la maman, à l'enfant, vœux de bonheur à l'enfant et au papa. Je vous propose de passer à la nomination du secrétaire de séance, de continuer notre bizutage et de proposer à Émeric Labadi d'être secrétaire de séance. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Très bien, Monsieur Labadi est donc notre secrétaire de séance. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance. Est-ce qu'il y a des remarques, des avis? Il n'y en a pas. Donc, le procès-verbal de la séance du 8 février est adopté. Et je vous propose de passer au point d'information. Le premier point d'information que je vais faire moi-même, sur la zone à faible émission. Nous allons avoir dans quelques instants le diaporama qui va se mettre en place. Donc la zone à faible émission, vous le savez, c'est depuis 2019 que nous en parlons. On a même organisé des réunions publiques dans cette ville pour alerter la population, à la fois sur la nécessité de prendre des mesures importantes pour la santé des gens, puisque la zone à faible émission vise à faire diminuer la pollution de l'air et des particules dans l'air et la pollution en gaz à effet de serre aussi, et donc qui attaque la santé des habitants. C'est plus de 40 000 morts en France, plus de 7 000 dans la région Île-de-France. C'est donc une question de santé publique extrêmement importante que nous soutenions, mais que nous soutenons à condition qu'il y ait des mesures sociales. C'était pour ça qu'on avait fait ces réunions dès 2019, puisque le calendrier qui a été mis en place pour empêcher les véhicules critères 4, enfin 5, 4, 3, 2 et arriver à l'idée en 2030 100% de véhicules propres nécessite quand même des aides, puisque les personnes qui ont des véhicules d'occasion, certes polluants, n'ont pas forcément les moyens d'en changer, y compris avec les aides qui étaient annoncées par l'État, la région et la métropole. Il y a d'ailleurs une mesure qui va être encore prise au niveau de la métropole. Déjà, on a repoussé la mise en place de cette application, et prochainement, à la prochaine séance, il y a une délibération en cours de présentation et de discussion entre les différents groupes politiques qui visera aussi à repousser les mises en œuvre. Notre conviction, donc, depuis 2019, c'est d'avoir des mesures d'accompagnement beaucoup plus fortes d'un point de vue socialement, notamment en augmentant les aides financières pour accompagner les foyers populaires dans le renouvellement
de leur véhicule et exiger que l'État accompagne cela. Dans les propositions, il y a ce que vous voyez dans notre diaporama, le prêt à taux zéro qu'on avait obtenu pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. Le seul problème, c'est que si c'est obtenu, les habitants n'obtiennent pas forcément le prêt à taux zéro puisque les banques demandent une garantie. Donc on tombe dans l'absurdité que pour aider les gens en difficulté financière, on met en place un taux zéro, mais comme ils ont des difficultés financières, les banques ne prêtent pas. Et donc nous demandons à l'État de garantir ce prêt à taux zéro pour que les gens qui ont des problèmes financiers puissent avoir le prêt à taux zéro. Sinon, si c'est des prêts à taux zéro pour les gens qui ont de l'argent, c'est certes bien pour eux, mais ce n'était pas l'objectif. Et puis d'augmenter le bonus écologique pour les ménages les plus modestes, augmenter les montants, puisqu'il restait, on n'avait pu faire la démonstration, entre 6 000 et 12 000 euros pour l'achat d'un véhicule. Quand on a un salaire important, c'est pas trop grave, ça s'étale bien, mais quand on a des salaires et qu'on n'a pas de capacité d'épargne, c'est insupportable et donc impossible. Donc nous poursuivons notre action pour demander plus d'accompagnement. On poursuit cette action-là à l'échelle de la métropole, puisque c'est la métropole qui a pris la direction de cette affaire aujourd'hui. Sachez qu'à Gennevilliers, on n'a toujours pas adopté la mise en place de la ZFE, puisque nous l'avons toujours conditionnée sur la mise en place de mesures sociales. Ceci dit, ça a un impact pour les habitants, puisque la ZFE s'applique tout autour, et donc on est enfermé dans la ville, en fait, de ce point de vue-là. Sur les mesures de force, nous avons fait une conférence de presse avec des collègues d'autres villes. C'est une idée aussi qui grandit dans plusieurs métropoles de France, sur le fait que l'État doit étendre ses aides financières. Par exemple, on propose cela, ce n'est pas encore adopté, mais notre revendication, c'est qu'elle étende les aides financières aux véhicules à essence neufs ou d'occasion critère 1, qui fait un achat beaucoup moins cher que les véhicules électriques et qui permet quand même de diminuer la pollution de manière importante et en même temps d'être beaucoup plus accessible à l'ensemble des habitants. Nous poussons aussi l'État à engager l'installation et au financement de l'installation de capteurs de particules fines sur les cimetières, sur les systèmes de freinage, parce que en fait 70, enfin c'est moins de 70, mais je crois que 40 à 50% de mémoire des fibres, des particules fines émises par les véhicules, c'est pas le moteur, c'est le freinage, soit le freinage, soit les pneus. Et bon, sur les pneus, on ne sait pas trop mettre de dispositifs, mais par contre, sur les freins, il y a des dispositifs qui existent. De mémoire, ça coûte 1 000 euros sur un véhicule d'occasion quand ce n'est pas prévu, et ça coûte 100 euros si c'est prévu au montage. Et donc, il faudrait l'imposer aux constructeurs automobiles pour avoir des véhicules qui, y compris dans le freinage, polluent moins en particules fines. Parce qu'on va arriver à la situation assez absurde, c'est que pour diminuer la pollution de l'air et l'application des ZFE, on pousse les habitants à acheter des véhicules électriques ou des véhicules hybrides. Ces véhicules électriques ou hybrides sont plus lourds que les véhicules à essence critère 1 et donc produisent plus de particules fines avec le freinage et les pneus à cause du poids du véhicule. Et enfin, dernière proposition, c'est effectivement d'accompagner les classes populaires pour leur donner les moyens de renouveler leurs véhicules et de prendre part à la ZFE. C'est important aussi, donc on a écrit au ministère, on a fait dans le passé des consultations sur cette zone à faible émission. D'ailleurs, c'est ensemble avec les habitants qu'on avait décidé de ne pas appliquer la ZFE ici. Nous avons fait une demande de rencontre au cabinet du ministre pour proposer ces propositions. Je prépare des amendements pour le prochain conseil métropolitain pour intégrer les aides sur les véhicules critères 1 d'occasion ou neuf. Et on se prépare certainement à faire une pétition pour que ce soit davantage entendu. Je suis assez confiant pour que ça avance parce que toutes les métropoles qui mettent la ZFE en place reculent, même la métropole de Lyon recule tout simplement parce qu'il y a un niveau d'inacceptabilité sociale de mesures prises aussi brutalement si elles ne sont pas accompagnées socialement. C'était notre slogan, si on respire le même air, on n'a pas tous le même salaire. Donc c'est un combat à poursuivre
Je voulais faire ce point d'information parce que vous allez en entendre parler dans les médias, vous allez voir au niveau de la métropole, et vous en entendez déjà parler autour des métropoles de Toulouse, de Lyon, de Rouen, des manifestations qui ont lieu d'ailleurs contre la mise en place des ZFE. Il y a vraiment une question d'obtention davantage d'aide et de souplesse, y compris certains, là c'est pas une idée de nous, mais dans certaines villes, c'est une idée qui n'est pas forcément bête aussi, c'est un permis de déplacer, c'est-à-dire qu'on a un nombre de possibilités de déplacement pour les personnes qui auraient un vieux véhicule mais qui ne l'utilisent pas souvent. C'est pas eux qui feront le plus de pollution et donc il y a peut-être possibilité de l'utiliser 5 à 10 fois par mois dans leur métropole. Voilà sur ce point d'information. Deuxième point d'information, je vous propose, je ne me rappelais pas, mais j'ai à moitié bouffé dessus avec le point d'information d'entrée, mais on peut le répéter, en pédagogie c'est aussi la répétition, je m'excuse Delia, je n'ai pas fait attention. Deuxième point d'information, Delia Toumi sur la mobilisation pour défendre les moyens de l'école publique à Gennevilliers. Je suis vraiment désolé. Mais il n'y a pas de quoi, 2 fois valent mieux qu'une. Donc vous savez que les moyens alloués par l'Éducation nationale aux établissements de la ville du premier degré comme du second degré tombent en début d'année civile et donc en janvier 2023 sont arrivés les... C'est moi qui fais ça? C'est pas moi. Sont arrivés les... Pardon. Sont arrivés donc les moyens pour nos écoles, nos collèges et notre lycée de Gennevilliers. Alors si on est extrêmement impliqué au niveau municipal, on est bien d'accord qu'il s'agit pour l'éducation nationale, donc pour l'État, d'assumer la mobilisation des moyens nécessaires pour un enseignement de qualité qui répondent aux attendus qui sont exprimés au niveau ministériel. Or, il se trouve que le compte n'y est définitivement pas en matière de dignité des moyens pour faire persister et fleurir les dispositifs issus de la créativité pédagogique qui existe dans notre ville. Dans le premier degré, on parle là de carte scolaire. Donc la carte scolaire à Gennevilliers, cette année, au titre de ce qui est annoncé comme étant une entrée démographique, nous amène à une fermeture annoncée de 11, avec 5 fermetures en maternelle et 6 en élémentaire, sachant qu'il y a une ouverture qui est aussi projetée. Sur le second degré, on n'est pas là sur des fermetures et sur de la carte scolaire, mais sur la question des dotations horaires globales. Là aussi, l'Éducation nationale a massivement continué, puisque ce n'est pas une nouveauté pour la rentrée 2023. Ça fait plus de 5 années que les baisses sont quasiment constantes sur tous les établissements secondaires. Donc, a continué à baisser les DAG. Si on fait un décompte sur les heures constatées, on est pour le lycée Galilée à peu près 59 heures en moins, enfin précisément 59 heures en moins par rapport au réalisé de la rentrée 2022. Sur le collège Pasteur, 29 heures en moins, sur le collège Vaillant, 44 heures en moins, et sur le collège Guy Moquet, 35 heures en moins. C'est-à-dire qu'on n'est pas à moins de 167 heures constatées qui vont manquer aux dispositifs divers de nos établissements secondaires, comme les demi-groupes, qu'ils soient en sciences ou dans d'autres disciplines. En tout cas, les TP en labo, ça a quand même son importance. Les accompagnements personnalisés, les devoirs sur table du lycée Galilée, les projets d'ouverture culturelle, qui soient sur les moyens alloués à l'accompagnement de l'EAC en collège ou que ce soit aussi sur les après-midi des secondes en lycée. Et vous savez que j'aurais pu poursuivre assez longuement ces pointillés-là. Autrement dit, on a d'un côté des moyens d'une société qui va de plus en plus mal et qui est avec un territoire de Gennevilliers qui est repéré comme ayant des populations dont les besoins sont de plus en plus accrus au niveau de l'enfance et de l'adolescence, et d'un autre côté, des moyens qui sont à la baisse. Autrement dit, on a une dotation en moyens pour l'éducation nationale qui fait que creuser ces inégalités. Ce qui a été organisé à l'initiative des enseignants et des parents, nous avons donc toute une série d'actions qui ont eu lieu depuis le mois de février.
Le 14 février, une première rencontre qui s'est faite en mairie entre les enseignants, les parents et les élus. Le 6 mars, la rédaction et la diffusion d'une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Le 14 mars, une AG de mise en œuvre d'actions, toujours parents, élus, enseignants. Le 21 mars, le ministre ayant mandaté son directeur académique de l'Éducation nationale du 92 pour nous recevoir en lieu et place de sa personne. Donc nous avons été reçus avec des parents et des enseignants par le directeur académique, M. Fulgence, ainsi que ses 2 adjoints. Donc M. Flodrops et Mme Parouti. Le 23 mars était organisée la journée qui a été un grand succès d'école morte, enfin école, collège, lycée mort. Je pense que sur le secondaire, on peut compter sur les doigts d'une demi-main le nombre d'enfants qui ont pu passer la journée dans leur établissement. Pour le premier degré, il y avait la convergence des grèves contre la réforme des retraites et en même temps cette école morte, ce qui a fait des écoles impactées au final avec des enfants qui n'ont pas eu cours de façon très massive sur le territoire. Le 29 mars, c'est-à-dire, c'est ce que vous présentez, Monsieur le maire, en introduction, il y a eu donc tout à l'heure en salle des mariages, parents, enseignants, à nouveau, une assemblée avec une prise de décision qui nous permet de nous dire que la mobilisation va rester forte et que nous allons continuer à aller chercher les moyens pour la réussite des élèves, pour que l'excellence puisse continuer à exister à Gennevilliers et les ambitions à être élevées. Donc 14 avril, journée morte à nouveau, enfin journée école morte à nouveau, et demande de réception à nouveau au ministre, puisque c'est là qu'est l'argent, puisque c'est là que sont les enveloppes, et puisque nous vous rappelons que le budget a été très peu voté, et en particulier la question de l'enveloppe pour l'éducation n'est pas passée par un vote à l'Assemblée nationale. Donc il est temps d'aller voir Monsieur le ministre et c'est à lui de débloquer les moyens nécessaires pour notre ville. Voilà où nous en sommes. Je vous propose de passer à la délibération numéro 1, dont je suis le rapporteur. Donc la démission de M. Chawki Apsi en qualité d'adjoint au maire donne lieu à une nouvelle élection des adjoints au maire conformément à l'article 21-22-7-2 du CGCT. Donc on est sur une élection où il faut réélire toute l'équipe. Donc l'idée c'est que M. Binagdan remplace M. Chawki comme maire adjoint si le conseil municipal le vote. J'ai juste une question là qui ne s'adresse qu'à l'opposition. C'est est-ce que vous présentez, parce que ça peut se faire à main levée s'il n'y a pas d'autres listes. S'il y a une autre liste, on fait un vote à bulletin secret. Voilà. C'est juste pour savoir, pour qu'on soit clair sur... merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Donc la liste est ainsi, c'est Madame Pérez, Monsieur Grichy, Madame Attaf, Monsieur Clochette, Madame Toumi, Monsieur Boulor, Madame d'Alcantara, Monsieur Duguay, Madame Massard, Monsieur Houchen, Madame Lanoiselet, Monsieur Binagdan, Madame Zouaoui, Monsieur Noël, Madame Lafont. Je vous propose qu'on procède donc 3 non-participations au vote. Qui est pour? Tu ne votes pas pour toi. L'unanimité, je vous remercie. Je vais te proposer de venir de ce côté et puis je vais te remettre ton écharpe. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens.
Je vous propose de passer à la délibération numéro 2, Madame Manséry. Il s'agit de désigner un délégué en remplacement de Chauki Apsi suite à sa démission au comité directeur de l'association Gennevilliers Insertion. Et donc nous proposons la candidature de Monsieur Mamed Binagdan. Qui s'abstient? NPPV, d'accord. 3 NPPV. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 3, toujours Madame Manséry. Alors, même délibération, mais cette fois-ci pour la mission locale. Même candidature, même vote. L'unanimité, moins 3 NPPV. Ça fait l'unanimité d'ailleurs. Délibération numéro 4. Il s'agit de désigner un conseiller territorial au conseil de territoire de l'établissement public Nord de Seine. Donc, il y avait 7 conseillers qui avaient été élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Nous sommes obligés de respecter l'alternance femmes-hommes. Même chose d'ailleurs que pour les maires adjoints. Donc, il faut faire une proposition. On peut décider soit faire un vote à main levée, soit un scrutin secret. Donc il suffit qu'il n'y en ait qu'un ou une d'entre nous qui demande un bulletin secret et il y aura bulletin secret. On vous propose la même liste que la dernière fois, sauf que l'on remplace M. Apsi par M. Boulor. Donc Mme Pérez, M. Noël, Mme Toumi, M. Boulor, Mme Lafont, M. Binagdan et Mme Manséry. On fait pareil, NPPV. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 5, Madame Toumi. Toujours dans la continuité, il s'agit de désigner un représentant du conseil municipal au sein du conseil de l'école élémentaire Anatole France B et nous souhaitions vous proposer Isabelle Massard. NPPV, qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 6, Madame Pérez. Oui, dans la continuité, il s'agit de désigner un élu au sein du conseil d'administration de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers, la CEMAG. Et donc, je propose que ce soit Monsieur Binagdan. Même vote, 3 NPPV, l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 7, Monsieur Briffaut. Oui, il s'agit de désigner un membre du conseil municipal à représenter la commune au sein de l'APSA. Merci, c'est la pépinière d'entreprise. Et nous proposons Madame Anne-Laure Pérez. 3 NPPV et l'unanimité. Merci. J'ai l'impression de jouer tout seul. Délibération numéro 8, Madame Massard. Oui, bonsoir. Il s'agit de désigner un délégué titulaire par le conseil municipal au syndicat Sénéo, donc suite à la demande de M. Bernier, qui ne souhaite plus siéger au sein du syndicat. Et nous avons reçu la proposition de Céline Lanoiselet. Est-ce que c'est les mêmes critères de vote? Oui. 3 NPPV, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 9, toujours Madame Massard. Il s'agit d'autoriser l'adhésion à l'Institut des risques majeurs pour favoriser le partage de bonnes pratiques et avoir accès à des outils pédagogiques sur le domaine des risques majeurs. On continue de se préparer sur la crue centenale, puisque nous avons eu beaucoup de chance à travers tous nos mandats. On peut encore avoir ça. Qui est 3 NPPV ou... Oui. 3 NPPV. Oui, la 9. Non, c'est la 8, la 9, oui. Vous êtes pour? D'accord. Merci. Donc, À propos, oui, allez-y. Je peux intervenir. On peut savoir, puisque Gennevilliers est déjà dans le Céveso, quelle est la plus-value pour cette adhésion? Alors,
Là, on n'est pas Céveso, hein. Il y a des établissements Céveso dans la ville. Enfin, il y a deux choses. Il existe des établissements Céveso, notamment au port. D'ailleurs, ils sont essentiellement au port, je crois même exclusivement au port. Exclusivement au port. Il n'y en a pas dans la ville. Après, il y a des établissements classés dans la ville, hein. C'est un autre aspect qui est pas moindre, mais qui est moindre quand même sur l'ampleur des risques. Et le risque principal sur la ville, le risque majeur est la crue centenale, où 80% de la commune, comme Villeneuve-la-Garenne d'ailleurs, eux je crois que c'est 100%, est inondable au niveau de la crue de 1910. Le plus qu'il y a là dans cette adhésion, c'est de partager les expériences avec d'autres villes et d'autres institutions et de nous entraîner au risque de crue et d'obtenir des outils, y compris pédagogiques, pour le partager avec la population. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans Geneviève Magazine, on utilise aussi ça pour faire quelques informations en direction de la population. On a rédigé un DICRIM, donc qui est un document en cas de risque, d'ailleurs qu'il soit Céveso, inondation, mais aussi climatique, canicule et autres, qui est sur le site internet, qui est en forme papier dans les présentoirs, et on partage toutes ces expériences et on utilise. Ça va être surtout des outils pédagogiques pour nous. Après, il faut qu'on s'entraîne beaucoup. Il faut surtout, moi j'attire l'attention aux personnes qui nous écoutent et à tous les élus, c'est qu'en cas de crue, c'est pas comme une crue comme on peut le voir dans d'autres pays ou dans le sud de la France, un torrent qui dévaste la ville. C'est la Seine qui monte en 72 heures. Donc 72 heures avant, nous savons à peu près si il va y avoir la crue. Et donc si la ville va être inondée. Par contre, dès qu'on dit qu'il va y avoir la crue, il faut évacuer la ville, puisque ce ne sera pas vivable. La ville est construite pour résister à une crue, c'est-à-dire que les bâtiments ne seront pas cassés, etc. Mais il n'y aura plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz, plus d'Internet, plus de téléphone, plus de toilettes, c'est-à-dire que vous n'irez pas à la chasse d'eau, sinon ça débordera chez vous. Et donc, c'est le seul argument que j'ai trouvé pour pousser les gens à partir, qui est le plus massu. Et donc, la seule solution, c'est de partir. Donc, il y aura certainement un dispositif d'État, enfin, je retire le certainement, il y aura un dispositif d'État pour assurer l'hébergement des personnes. Nous-mêmes, nous avons un dispositif pour en héberger, par exemple à Ménil, sur des maisons de retraite ou autres. Et le mieux, c'est d'aller trouver des amis qui sont en dehors du terrain de crue, qui est assez circonscrit. Il faut savoir que le risque de dégâts d'une crue peut toucher les villes autour de nous, puisque en plus de l'inondation, l'électricité va sauter. Et je pense que je sais pas que je pense, c'est que j'ai vu des cartes où Épinay, Argenteuil, sur les coteaux et puis les villes autour de nous, n'avaient plus d'électricité, d'Internet non plus. Donc ça mettra 7 semaines avant que l'eau s'en aille. Donc faut prévoir ses bagages. C'est pour ça que le plus gros défi pour nous en cas de crue, c'est que les gens nous croient, fassent leurs valises et en 72 heures s'en aillent. Puisqu'il y a des endroits, il y a entre 1 mètre et 2 mètres d'eau quand même dans la ville. Oui. Bonsoir, monsieur le maire et mesdames et messieurs les élus. On peut imaginer que ce sera relayé au niveau national, peut-être, oui, indépendamment du local, parce que, bon, vous savez, le pouvoir de la télévision ou des choses comme ça, oui. C'est vrai que si jamais on dit aux gens qu'il faut partir cette semaine, bon. Oui, et puis je demanderais même le recours de l'armée, pas pour pousser les gens à sortir, mais pour d'abord qu'on nous croie, parce qu'il y aura des mesures, si on abandonne la ville, nous on restera, par exemple, le PC de commandement, le PC de crise de la mairie ne sera plus à la mairie, mais sera dans la zone d'activité économique, qui elle n'est pas inondée, et on a des lignes tracées pour, mais il faudra faire appel à l'armée pour surveiller nos habitations aussi, parce que si on s'en va tous, on sait bien qu'il faut éviter les pillages et donc que les habitations soient surveillées. Donc oui, on compte là-dessus, mais bon, on sait toujours la crédulité des fois, on se dit non, c'est pas vrai. On a eu peur en 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en juin 2016, on a échappé à 2 cm. Parce qu'en fait, ça se joue il y a une cote d'incertitude, c'est à 2 cm près, on y échappe, et s'il y a les 2 cm qui manquent, une fois que ça passe, quoi. C'est ça le problème. Bon, on verra. Hein. Merci. Qui est pour cette adhésion, donc l'unanimité, si j'ai bien compris? Merci.
Délibération numéro 10, Monsieur Binagdan. Bonsoir. Il s'agit du vote du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation principale pour l'exercice 2023. En 2023, la ville récupère, conformément à la loi, le droit de voter le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et locaux non affectés à l'habitation. Elle frappe à Gennevilliers principalement des sociétés non soumises à la CFE. Le taux n'est pas modifié. Merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 11, Madame Blanc. Bonsoir. Alors, il s'agit d'approuver la convention d'adhésion au groupement de commandes de recherche de subventions avec l'établissement public territorial. Cette convention-cadre nous permettra de bénéficier d'une assistance dans le cadre des demandes de subventions, aussi bien dans la demande que le suivi. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, monsieur le maire, la question que notre groupe se pose, c'est pourquoi passer par un cabinet extérieur et non pas par le recrutement d'un personnel qui serait dédié à cette mission? Alors, excusez-moi, parce qu'on me posait deux questions. Pourquoi un cabinet extérieur plutôt que de recrutement? C'est ça. Parce que ça nous coûte moins cher sur une mesure ponctuelle. Je crois que c'est la principale raison, je ne sais pas. Et puis c'est mutualisé avec les financements sont mutualisés entre toutes les villes. Alors ceci dit, c'est pas une bonne réponse parce qu'on pourrait mutualiser au sein de l'EPT. Mais c'est ça. Oui, non, la question elle est sur le prestataire, elle n'est pas sur pourquoi la mutualisation. Non, c'est un choix de l'EPT. D'accord. Non, mais parce que comme on a entendu au niveau national toutes les sommes faramineuses englouties par des cabinets, on se posait la même question. Non, c'est une question qui peut être judicieuse, mais alors l'EPT n'utilise pas tant de cabinets que cela. Alors après, il y a eu un choix fait avec les maires, c'est que l'EPT ne grossisse pas trop en nombre de salariés. Alors ça bouge un peu puisqu'on avait donné en début de mandat, on a donné l'autorisation de 11 embauches à l'EPT nouvelles, en plus de celles qu'ils avaient. Mais c'est la seule raison, c'est la raison principale. Mais ce n'est pas la raison de la mutualisation, puisqu'on pourra embaucher effectivement pour mutualiser, vous avez raison. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 11, Madame Blanc. On l'a faite. C'est la 12. Voilà, vous avez réussi à me perturber. À moindre coût. La 12, Monsieur Binagdan. Alors, il s'agit cette fois-ci du vote des taux des deux taxes foncières pour l'équilibre du budget 2023. La ville reconduit pour 2023 les taux des deux taxes foncières frappant respectivement les propriétés bâties et non bâties. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Donc, pour cette délibération, notre groupe votera donc pour, mais tient tout de même à faire remarquer qu'à Gennevilliers, il y a un certain nombre quand même de propriétaires par le fruit de leur travail, de toute une vie quand même. Un certain nombre d'entre eux ne roulent pas sur l'or à Gennevilliers. Ils sont impactés aussi, comme tout à chacun, par l'inflation, donc il serait bon de penser aussi à eux. À Gennevilliers, on ne parle pas de gens qui payent l'ISF, donc voilà. Une petite... On partage votre opinion. Oui, la taxe d'habitation a été, la taxe d'habitation a été supprimée pour tout le monde, non, mais pas la taxe foncière. Ah non, mais c'est pas nous qui pouvons la supprimer, oui. Ça c'est une loi. Par contre, vous aurez remarqué qu'on n'a pas augmenté, on n'augmente pas les taux. Elle a augmenté l'année dernière. Oui, mais pas cette année. Donc et l'année dernière, elle a augmenté pour la première fois depuis combien de temps? Je ne sais pas. Voilà, depuis longtemps. Donc on a effectivement cette attention. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la question pour nous, c'est que sur la taxe foncière, elle est liée aussi pour le secteur économique, et que la taxe foncière, 80% de la taxe foncière nous vient par le secteur économique. Mais vous avez raison, il faut qu'on porte attention à cela. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en n'augmentant pas. Qui est pour cette délibération qui n'augmente donc pas les impôts locaux? L'unanimité, je vous remercie.
Juste parce que, en fait, ce qui m'a troublé, c'est qu'on m'a interrogé sur la délibération 9 en me disant qu'on devait désigner un conseiller municipal en même temps que d'adhérer. Il me semblait avoir dit qu'on proposait la désignation de Céline Lanoiselet sur les risques majeurs. Donc, au cas où je ne l'ai pas dit, quand on a voté la délibération, je l'ai dit, hein. Oui, d'accord. Merci. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. Délibération numéro 13, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit de l'attribution et de modification de l'attribution de subventions à des associations pour l'exercice 2023. Merci. Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 14, Monsieur Noël. Il s'agit de modifier 3 postes au sein de l'espace Aimé Césaire pour aboutir à un encadrement par pôle de compétences. J'ai oublié de dire que sur la délibération précédente, M. Ibrahima India, il ne prenait pas part au vote. Donc sur celle-ci, y a-t-il des questions? C'est une délibération technique. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 15, Madame Zouaoui. Ça marche mieux quand c'est rouge. Pardon. Donc je recommence. Il s'agit de la transformation du poste de responsable du service des affaires civiles au sein de la direction municipale de la relation usagée. Merci. Même vote que tout à l'heure, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 16, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit de la transformation de poste pour permettre la création d'un poste de chargé de mission aménagement durable au sein de la délégation transition écologique de la direction générale pour renforcer la capacité de notre collectivité à réduire les impacts écologiques dans les opérations d'aménagement, de construction et de rénovation urbaine. Merci. On se muscle sur la question de la défense de l'environnement. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 17, Monsieur Dany. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit de dérogation aux garanties minimales de durée de travail pour les agents permanents du service municipal d'administration des propriétés extérieures de la direction de la solidarité et de l'autonomie. Merci. Monsieur Méarga. Oui, cette délibération nous questionne parce qu'au regard du Code du travail, le temps hebdomadaire est plafonné à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et avec une amplitude journalière maximale de 12 heures. Donc, selon nos informations, en tout cas nos connaissances, aucune collectivité ne peut déroger à cette règle de manière permanente et sur simple délibération. Les services, du coup, la question qui se pose à nous et que nous vous posons, c'est est-ce que les services de la préfecture ont-ils été contactés à ce sujet? Et dans tous les cas, par rapport à ce dépassement, 44 heures semaine, c'est déjà beaucoup, mais 48 encore plus, ça engendrerait pour nous des soucis en termes de qualité de service et de protection des agents. Donc voilà nos observations sur cette délibération. Que pouvez-vous nous en dire? Merci. Oui, alors c'est une mesure. D'abord, elle est réglementaire. Hein, enfin, on peut le contrôle de légalité se fera après par la préfecture, mais avant de la passer, on a vérifié ces éléments-là. C'est pour ça qu'elle a un caractère dérogatoire dans ce qui est proposé. Elle est passée aussi au comité technique, comme vous l'avez pu le voir dans la délibération en date du 2 décembre 2022, quand on a travaillé sur les cycles de travail. Donc les syndicats de notre entreprise l'ont vu en tant que tel. Et c'est pour s'adapter à la spécificité du travail de ces agents qui sont sur des propriétés extérieures, qui n'ont pas le même volume horaire tout au long de l'année. Donc c'est pas en permanence 44 heures hebdomadaires. Enfin 48 heures hebdomadaires. C'est vraiment que pendant les pics d'activité, pendant les périodes de mi-décembre à mi-avril, et de mi-mai à mi-août. Oui. Et c'est dans la période, hein, c'est pas toute la période, enfin c'est pas toute cette période-là. Hein. Voilà. C'est les temps de vacances ou les temps où c'est pendant les vacances ou s'il y a une classe transportée ou des choses comme ça. Voilà. Voilà.
Oui, c'est le cycle de l'hôtellerie. Oui. Qui est... Bon, mais c'est très bien que vous défendiez les droits des salariés, vous avez raison. Mais on les défend aussi, c'est d'ailleurs pour ça que ça leur permet aussi de payer en heures supplémentaires pour l'essentiel. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Délibération 18, Madame Attaf. Oui, il s'agit de la création de 7 postes au sein de la direction de la petite enfance. Depuis la municipalisation des crèches, nous avions des agents qui étaient mis à disposition par le département. Ces agents vont soit partir à la retraite, soit être en mobilité. Et donc, nous devons les remplacer en créant ces 7 postes. Merci. Oui. À la petite enfance. Allez-y. Alors, c'est une question qui n'est pas en lien avec la délibération, mais qui concerne la grille de cotation des demandes de place en crèche, qui fait l'objet est-ce qu'elle fait l'objet d'une communication auprès des familles déjà, des demandeurs? Est-ce qu'ils sont informés de leur nombre de points? Comment ils sont informés aussi de leur classement? Alors, les familles sont informées de leur nombre de points au moment de leur inscription, puisqu'au moment de leur inscription, on leur montre cette grille de cotation, et donc ils sont informés en fonction de leur situation familiale du nombre de points qu'ils obtiennent. Ensuite, une fois qu'ils ont obtenu leurs points, bien évidemment, il y a un classement, et ils sont effectivement informés de leur classement, suite à la commission qui a lieu au mois de mai. Voilà. Merci. Délibération, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 19, Madame Attaf. Il ne faut pas s'endormir. Hein. Donc, il s'agit de la transformation du poste de responsable du service municipal des séjours éducatifs 4-17 ans au sein de la direction municipale de l'enfance. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 20, Monsieur Duguet. Bonjour. Il s'agit donc de la création d'un poste et transformation de poste au sein de l'espace social et culturel SAD-APSI. Merci. Alors, centre social qu'on espère ouvrir pour l'été et donc inaugurer fin juin. Certainement, on communiquera les dates. Qui est pour... Pardon, Monsieur Merga. Oui, Monsieur le maire, je profite que vous évoquiez l'inauguration du centre social et culturel SAD-APSI, qu'il repose en paix, pour vous rappeler que, notamment, il y a une demande de notre part, mais soutenue par un certain nombre de Gennevillois, qu'il puisse y avoir au sein de cet établissement public une salle dédiée au nom de Abdelkader Othman. Et voilà, donc je me permettais de le rappeler pour que ce soit partagé par le plus grand nombre. Voilà. Merci. Merci. Alors, on avait déjà répondu positivement à cette demande. Et là, il y a une salle d'activité qui s'appellera Kader Othman au sein du centre social. Non, c'est décidé. On le fera en même temps que dans le cadre de l'inauguration. C'est une salle d'activité. Voilà. Oui, on avait discuté, mais après, vous aviez fait la proposition dans SAD-APSI. Vous aviez préféré SAD-APSI. Donc, on ne fait pas que des choses en désaccord avec vous. On était d'accord avec vous sur ce point-là. Voilà. Donc, c'est confirmé. Voilà. On va peut-être passer au vote quand même, j'allais oublier. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 21, Madame Massard. Il s'agit de la création de postes dans le cadre du plan de régularisation des agents en sureffectif dans les directions de la collectivité. Merci. Qui est pour? C'est une délibération assez importante d'ailleurs. L'unanimité, je vous remercie. Délibération 22, Monsieur Deschênes. Il s'agit de la transformation de 2 postes de la direction du patrimoine bâti, DPB, en tenant compte de l'évolution des missions de 2 postes de la direction du patrimoine bâti, celui d'assistante de direction, celui de secrétaire du service gestion de la CAC. Il est proposé de faire évoluer ces 2 postes en les positionnant sur les 2 cadres d'emploi de la filière administrative, rédacteur ou adjoint administratif. Merci. Unanimité, je vous remercie. Délibération 23, Monsieur Bernier.
Bonsoir. Il s'agit d'une délibération permettre à des jeunes mineurs d'effectuer leur expérience au sein de la ville sous forme de période d'observation, de stage ou en apprentissage pour des jeunes âgés de 15 à 18 ans. Merci. Madame Chala. Oui, j'avais une petite remarque. Encore faut-il que ce soit des jeunes qui soient accompagnés d'une réelle dynamique avec un référent de stage qui soit vraiment encadrant. Vous avez un doute sur la capacité des employés municipaux à faire ça? Non, c'est pas ça, mais il faudrait vraiment avoir un dispositif qui soit vraiment carré parce qu'on a un retour des jeunes qui n'est pas très De la mairie? positif. Oui. Il faudra nous le dire parce que c'est effectivement notre souhait, nous, c'est que l'encadrement soit fait avec des tuteurs qui ont envie de le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en acceptait pas dans tous les services et que jusqu'ici c'était assez limité. C'est parce qu'on le faisait qu'avec des agents qui avaient envie de faire cela, parce que c'est là où vous avez raison, c'est qu'il faut prendre du temps et bien l'encadrer. Et là, ce que l'on propose, c'est d'essayer de l'étendre et de l'institutionnaliser, y compris de reconnaître cela dans le travail. Monsieur le maire, est-ce qu'au niveau des tuteurs, il y a une formation qui est proposée de tutorat, puisque c'est vrai qu'il y a la volonté d'abord de pouvoir encadrer un jeune, mais il y a aussi quelques éléments à maîtriser en matière de tutorat. Est-ce que c'est prévu pour les agents de manière à les soutenir aussi dans leur démarche? Ça fait partie du rôle de la hiérarchie que d'aider les agents à accomplir toutes leurs fonctions, et donc y compris cette fonction de tutorat. Bien. Pas d'autres questions? Mais c'est un beau progrès, y compris pour nous permettre de nous aussi, la ville, contribuer à accueillir des jeunes qui cherchent souvent des places en apprentissage. Et puis ça peut nous permettre aussi d'insérer des personnes dans des métiers un peu tendus, où on a du mal. C'est aussi un des moyens qu'on a trouvé pour améliorer cela. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 24, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'attribuer une subvention à destination de l'association France-Palestine Solidarité pour l'envoi d'une aide exceptionnelle à la coalition civique pour les droits des Palestiniens à Jérusalem, et plus particulièrement pour venir en aide aux communautés palestiniennes qui vivent à Jérusalem-Est et qui sont menacées d'expulsion. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 25, Madame Gassama. Bonsoir. Dans le cadre de l'action concertée des villes membres du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, en coopération avec l'association Al-Bustan et en direction de la population palestinienne de Jérusalem, il est attribué une subvention de 5 000 € au RCDP pour l'année 2023. Merci. Alors, Madame Lanoiselet et moi-même ne prendrons pas part au vote puisqu'on est membre de cette association. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 26, Madame Desmaîtres. Oui, considérant le soutien de la ville de Gennevilliers à la juste cause du peuple palestinien à vivre libre, dans des frontières reconnues et en paix avec tous ses voisins, il est demandé d'autoriser la commune de Gennevilliers à verser à la FSGT une subvention pour la bonne réalisation du projet. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 27, Monsieur Labadie. Bonsoir. Il s'agit du reversement de la subvention attribuée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre du projet de soutien du centre socioculturel Al-Bustan à Jérusalem-Est en direction de la jeunesse palestinienne. Le ministère contribue au financement pour un montant total de 325 000 € versé par tranche annuelle de 2022 à 2024 sur 3 ans. Donc ça correspond à un montant de 136 000 € au titre de l'année 2023. La subvention sera versée au RCDP. Alors, vous l'avez bien compris, là on sert de boîte aux lettres pour verser les subventions. J'attire votre attention sur la situation en Palestine quand même, qui est extrêmement grave et tendue, avec de plus en plus d'attaques des colons pour faire reculer la place des Palestiniens dans leur propre pays. Et peut-être qu'un vent d'espoir se lève avec quelques manifestations contre la fascisation de la société en Israël, mais
c'est pas toujours évident qu'il y ait une liaison entre les deux choses. Enfin, en tout cas, il faut rester attentif. Et notre aide avec le centre El Boustan est extrêmement importante, notamment à travers le RCDP et toutes les villes qu'on arrive à agréger avec nous pour mener ça. Et je remercie publiquement Jacques Bourgoin qui pilote cela pour nous. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 28, Monsieur Houchen. Bonsoir. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Éveil et Sens Grandir Ensemble pour la 4e édition du festival Grandir et Vivre Autrement qui a eu lieu en 2022 et pour un montant de 1 500 €. Merci. J'imagine qu'il y a l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 29, Monsieur Bernier. Alors, il s'agit de l'attribution de subventions aux associations dans le cadre du contrat de développement département-ville pour la mise en place d'actions en faveur des habitants des quartiers prioritaires pour l'année 2023. Merci. Madame Gassama, enfin Mesdames Gassama, Faucillon, Fernandez, Mancéry, Blanc, Toumy, Zouaoui, Lanoiselet, Moadine, Nedelec, Girardi, Chala. Je me demande s'il y a quelqu'un qui va pouvoir voter. Messieurs Binagdad, Ndiaye, Brifou, Mera, Boulor, Noël, Damoun, Diallo et Mergan ne prendront pas part au vote. Il n'y a que nous deux qui votons. En gros, je la présente et je la vote, hein, c'est ça l'idée. Qui est pour Ben voilà. l'unanimité? Je vous remercie. Il y a un côté absurde quand même. Délibération 30, Madame Massard. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire d'attribuer des subventions aux associations au titre de la programmation 2023 du contrat de ville. Alors, merci. Mesdames Gassama, Faucillon, Fernandez, Mancéry, Blanc, Zouaoui, les mêmes d'ailleurs, ne prendront pas part au vote. Allez-y, monsieur. Mais on a le droit de parler. Oui, heureusement. Oui, j'ai une interrogation parce qu'en lisant le détail de ces subventions dans le cadre du contrat de ville, j'ai vu que 5 000 € étaient prévus pour l'association Bicyclette. À mon grand regret, comme à d'autres Gennevillois, cette association ne semble plus être à Gennevilliers, mais à Courbevoie. Oui. Donc alors, pourquoi encore 5 000 € pour une association qui se trouve à Courbevoie? Alors comme vous, à mon grand regret, cette association n'est plus là, mais cette association a encore des actions à Gennevilliers qu'on finance ainsi, notamment à prendre le vélo et des choses comme ça. Mais par contre, si on peut trouver une association locale qui fait cet apprentissage du vélo, je suis pour qu'on transfère la subvention à eux. Mais pour l'instant, c'est eux qui assument encore ces activités-là. C'est la seule raison pour laquelle on verse encore des subventions. D'accord, et c'est quoi comme volume à peu près? Alors là, de tête, je ne peux pas vous répondre, mais on peut vous le transmettre. Pardon? C'est tous les samedis matins, vélo-école. Femmes. C'est en moyenne 10 à 15 personnes à chaque session. Non, ils ont encore un volume d'activité qui correspond à la subvention. Très mais ceci dit, je suis comme vous, d'autant que je ne suis pas content qu'ils aient choisi d'aller à Courbevoie en quittant Gennevilliers. Et donc, s'il y avait une association locale qui pouvait faire les mêmes prestations, je suis pour qu'on favorise l'association locale. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 31, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à la signature d'une convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'Association des travailleurs maghrébins en France, la TMF, pour l'année 2023. Merci. L'unanimité, j'imagine. Je vous remercie. Délibération 32, Madame Blanc. Merci. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention d'objectifs entre la ville et l'association 4 de clic numérique. Cette association contribue à l'accompagnement social des Gennevillois par le numérique, notamment via des ateliers d'accès à l'emploi par le numérique et la simplification des démarches administratives, accès au droit par le numérique, encore une fois. Merci. Merci. Même vote. Ah non, pardon. On votera pour cette délibération, mais on voudrait que ce soit un peu plus clarifié dans le sens où cette dernière est de lutter contre la fracture numérique et ou l'insertion des jeunes seulement. Est-ce que cette association, elle ne peut pas s'élargir pour les personnes retraitées? Parce que la fracture numérique, il n'y a pas que le fait de ne pas savoir se servir d'un ordinateur, mais c'est de pouvoir avoir du matériel, c'est de pouvoir avoir une ligne Internet convenable.
Et pour les retraités, c'est l'apprentissage pour faire leurs déclarations qui sont de plus en plus informatisées. Alors, l'objet de l'association dépend que de l'association, mais je me renseignerai, parce que là, je ne peux pas vous répondre directement sur l'élargissement ou pas, mais si ça peut se faire, oui, autant le faire. Je crois qu'ils le font, mais je ne suis pas sûr. Donc, plutôt que de vous répondre une bêtise, on renverra votre proposition auprès... Monsieur le maire, Pardon, je veux juste Sonia. préciser que Pardon, dans la Sonia. convention qu'on signe avec eux et qu'on autorise Monsieur le maire à signer, c'est noté que c'est les publics des quartiers prioritaires, donc c'est pas les jeunes. C'est que nous, on a peut-être mis plus en avant dans la délibération à destination des jeunes dans le cadre de l'insertion, mais c'est le public gennevillois et en particulier des quartiers prioritaires. Oui, donc c'est toute la population. Oui, c'est bien ce qui me semblait que c'était... parce que sur ce que j'avais vu, moi, dans les forums des associations où ils sont présents à chaque fois, ils ne me parlaient pas d'une spécificité, mais j'avais un doute. Donc la spécificité, c'est public prioritaire, des quartiers prioritaires. Voilà. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 33, Monsieur Dany. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention pluriannuelle d'objectifs fixant les droits et les obligations entre la ville de Gennevilliers et l'OTIC. Merci. Alors, sur cette délibération, Madame Zouaoui, Madame Lanoiselet, Monsieur Dany, Madame Blanc, Madame Nedelec, Monsieur Duguet ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 34, Madame Moreau. Bonjour, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association ACSEG-Arcage. Oui, c'est donc le centre social des Grésillons. Madame Gassama, Madame Maria Blanca Fernandez, Monsieur Binagdan et Madame Faucillon ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 35, Monsieur Mera. Ah oui, j'ai dit une... Oui, c'était la 34. Abstention, pardon. L'unanimité. Et puis sur la 35, c'est pas Monsieur Mera, ça va être moi. Il s'agit de signer la convention de partenariat entre l'École nationale supérieure des arts décoratifs et la ville de Gennevilliers pour la mise en place d'une résidence d'artistes intervenant en milieu scolaire. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 36, Monsieur Duguet. Excusez-moi. Il s'agit donc d'autoriser l'autorisation d'une signature de la convention d'objectifs relative à l'attribution d'une subvention à l'association Le Club du Lutte pour l'année 2023. Merci. L'unanimité? Vous êtes pour? Je vous remercie. Délibération 37, Madame Gassama. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire de signer l'avenant numéro 8 à la convention d'objectifs entre la ville et l'association CSMG Omnisport suite au versement d'une subvention exceptionnelle à la session CSMG Football, Foot Vacances. On rajoute 1 800 €. Monsieur Grichy, Monsieur Dany ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 38, Monsieur Noël. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 2-2023 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et la régie de quartier du Lutte. Merci. Madame Lanoiselet, Monsieur Damoun, Madame Zouaoui, Madame Blanc, Madame Chala et Monsieur Briffaut, que je remercie de toute son attention sur cette régie de quartier du Lutte, parce que je sais qu'il y passe du temps. Donc ces personnes ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 39, Monsieur Binagdan. Il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 3-2023 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Insertion. Merci. Qui est... Alors, pareil, Monsieur Boulor, Madame Girardi, Monsieur Diallo et Monsieur Briffaut ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie.
Délibération 40, toujours Monsieur Binagdan. Alors, il s'agit cette fois-ci de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 3/2023 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Mission Locale. Alors, Monsieur Briffaut, Madame Manséry, Madame Blanc, Monsieur Ndiaye et Monsieur Mehargan ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 41, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit de la signature d'un protocole transactionnel pour l'acquisition d'un ensemble immobilier situé dans la ZAC Sud-Chantraine, entre la rue Moulin de Cage et Thomas Edison, d'une superficie cadastrale d'environ 3306 m² et pour un montant de 2 481 000 €. Merci. Pas d'intervention. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 42, Madame Pérez. Oui, il s'agit de la cession par la ville à Monsieur Youssef Ben Lassen d'un bien situé à Gennevilliers, au 14 rue Julien Masselier, d'une superficie de 161 m² pour un montant de 150 000 €. Merci. Madame Girardi. Donc, on a plusieurs questions sur ce sujet. Donc, pourquoi cette cession? Elle fait suite à une expropriation? Si oui, pourrions-nous connaître la superficie du précédent habitat de la personne? Y aurait-il un lien avec un agent de la ville? Quelle modalité de publicité vous avez pu faire pour la vente de ce terrain? Donc, voilà. Et qu'est-ce qui a présidé au choix de cette personne? Alors, l'estimation des domaines de... Il y a eu... Oui, c'est l'estimation des domaines, effectivement. Donc, vous avez votre réponse là-dessus. Il n'y a aucun lien avec un agent de la ville, pour le coup. Et en fait, donc ce terrain, en fait, il jouxte la propriété d'une personne. Et dans les projets de la ville, on avait dans le plan du quartier, on avait réuni ces parcelles, même si évidemment il y en a une qui nous appartient et une qui ne nous appartient pas. En tout cas, on avait désigné ces parcelles comme pouvant devenir une seule parcelle, puisque la parcelle juste à côté est très très petite. Donc c'est une parcelle qui appartient à un privé. Et l'idée était que celui qui qui achetait la parcelle d'à côté, on lui vendait notre parcelle, parce que sur notre parcelle, il n'y a aucune possibilité de construction. Le PLU ne permet pas, ou très peu, de construire quelque chose de très très, très petit. Donc on ne voyait aucune utilité, nous, de vendre cette parcelle, simplement juste la parcelle de 161 m², parce qu'elle ne permet pas une grande construction. Donc, Monsieur Ben Lassen a négocié avec le propriétaire d'à côté. Donc moi, je lui avais dit que si, évidemment, il arrivait à acheter la parcelle d'à côté, eh bien, il serait prioritaire pour acheter la nôtre, ce qui permettait pour lui, dans le cadre du PLU, évidemment, de pouvoir construire une maison individuelle. Si vous voulez, ces deux parcelles, celle d'à côté était trop petite pour permettre de construire quelque chose, et la nôtre était trop petite aussi. Donc, soit on réunissait les deux parcelles, celle qui nous appartenait et celle qui appartenait au privé, soit il ne se passait rien, clairement. Donc, ce monsieur a réussi à acheter, à négocier avec la personne privée qui vendait. Il a réussi à bien négocier, puisqu'il y a eu un accord de vente entre les deux. Et donc, dans ce cadre-là, et de manière assez simple, j'ai accepté de lui vendre la parcelle de la ville, qui ne servait à rien de toute façon, puisque toute seule, elle ne peut servir à rien. Après, comme pour tous et à chaque fois, c'est sur obtention du permis de construire. Donc là, on passe la délib. Mais évidemment, si M. Ben Lassen ne nous propose pas un permis de construire valable dans le cadre du PLU, nous ne lui vendrons pas.
Voilà, et c'est pareil à chaque fois. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une opportunité. Voilà, c'est un monsieur lambda qui habite la ville. Il a voulu acheter la parcelle d'à côté et il s'est intéressé à la nôtre parce qu'il s'est dit que, et il a eu raison d'ailleurs, puisque de toute façon, aucune des deux ne pouvait fonctionner seule. Voilà, est-ce que je me suis bien... Est-ce que c'est... Merci. Qui est... Oui. Je me permets que Madame la Première Adjointe nous répondait sur le cas de la cession à M. Benlassen pour reposer la question qui avait été posée au précédent Conseil, à savoir la cession, enfin la double cession des terrains pour M. et Mme Boucriche. Et donc la question qui était posée, c'était de savoir quelle était la superficie du terrain précédent de l'expropriation et la superficie de la maison. Est-ce que vous avez des éléments ou est-ce Non, alors j'ai pas d'éléments, mais je pense que je me suis mal fait comprendre la dernière fois. Donc, mais je peux vous apporter les éléments. Enfin, je vous Non, la dernière fois, vous avez dit je sais pas. Oui, donc, oui, bien sûr. Donc c'était très clair. Bien sûr, mais du coup, je les ai pas aujourd'hui, mais je peux vous les apporter bien sûr et vous répondre même entre deux conseils municipaux. La dernière fois, enfin, je pense que je me suis mal exprimée ou mal fait comprendre. La famille Boucriche a été expropriée et donc le juge a déterminé un prix. Le juge de l'expropriation a déterminé un prix pour l'acquisition par la ville de leurs biens. D'accord. Dans ce cadre-là, la famille Boucriche est venue nous voir en nous disant mais voilà, nous on veut continuer à résider à Gennevilliers. Comment on fait? Donc on leur avait proposé, comme on fait à chacun, un échange de biens. Ils n'ont pas souhaité cet échange de biens. Donc, ils ont plutôt souhaité avoir le prix établi par le juge du bien exproprié. Mais pour qu'ils puissent rester à Gennevilliers, et comme nous le faisons pour tous, nous essayons de trouver des biens disponibles à vendre, ou nous-mêmes avons des terrains, et donc je leur ai proposé de leur vendre avec comment dire, de leur vendre avec l'argent qu'ils ont obtenu de l'expropriation, un terrain disponible de la ville. Donc chacun des frères et sœurs repart avec sa part, et chacun des frères et sœurs fait ce qu'il veut. Donc il y a un frère et une sœur, donc en l'occurrence M. Boucriche et une de ses sœurs, qui sont venus me voir pour acheter un terrain chacun, avec la part de l'expropriation qu'ils ont reçue. C'est en cela que la ville a aidé. Par contre, les terrains que nous avons vendus ont été vendus au prix des domaines. Comme ce que nous avons acheté par l'expropriation, c'était au prix des domaines. Là-dessus, il n'y a pas d'aide. La seule aide que la ville a donnée à M. Boucriche et sa sœur, c'est de les aider à trouver un terrain. C'est la seule aide. Mais nous le faisons à chaque fois qu'il y a une expropriation. On essaye par tous les moyens que la personne puisse rester, si c'est possible, rester vivre à Gennevilliers. Si c'est possible et si ça convient et si voilà, et quand ça convient pas, voilà. Mais on va jusqu'au bout des possibilités que nous avons pour que les personnes puissent rester vivre à Gennevilliers. Donc on fait les propositions qu'on a sur le moment de l'expropriation. Juste d'un mot, Monsieur le maire. D'abord, je vous remercie de ces précisions, Madame la Première Adjointe, et merci de dire aux Gennevillois que lorsqu'ils voudront acheter des terrains à Gennevilliers pour y rester, la ville qui les préempte tous est susceptible de les vendre. Ça, c'est la première des choses. Merci. La seconde chose, quand même, et l'observation, est quand vous allez fournir les éléments du terrain précédent et les éléments de la maison constructible, on pourra savoir si l'aide est une aide ou si c'est du favoritisme. Parce que 2 terrains de 240 mètres carrés, ça fait 480 mètres carrés. Donc la question, elle est simple. Je ne suis pas un mathématicien, personne ne l'est, mais on sait à peu près compter. Si jamais la superficie qui a été donnée en 2 fois est supérieure largement à la précédente, avec ce qu'il est possible de construire dessus, c'est ce que vous disiez, notamment le conseiller municipal de l'autre groupe, il y a quelque chose de l'ordre de la plus-value qui est importante. Et c'est de ça dont on discute, pas plus, pas moins. Mais on ne peut pas comparer, monsieur, un terrain nu
avec une maison avec un terrain bâti. Là, nous, on vend un terrain nu, mais ce qu'ils achètent, c'est le terrain nu. Et on ne peut pas comparer le terrain nu avec la maison bâtie. Merci. Oui, on vous transmettra, mais il n'y a pas d'aide financière en tout cas. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Délibération 43, Madame Lafont. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de renouveler la garantie des emprunts de Logirep auprès de la Caisse des dépôts et consignations via la Banque des territoires qui ont été réaménagés dans l'optique de limiter l'impact sur les prochaines annuités des hausses prévisibles du livret A en fixant ou en allongeant leurs dettes. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 44, Madame Lafont. Oui, il s'agit d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat à Gennevilliers, l'OPA, pour la période 2020-2025, telle qu'annexée à la présente délibération, et de donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour la bonne application de la présente. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 45, Monsieur Ndiaye. Bonsoir. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre l'association Verger Urbain et la ville de Gennevilliers et autorise Monsieur le maire à signer le dit avenant qui précise la participation financière de la ville et du département au titre de la programmation 2023 du contrat de ville. Merci. Monsieur Merga. Oui, monsieur le maire. Les vergers urbains, c'est la structure qui prend la succession à la gestion de l'agrocité, c'est ça? Oui, qu'il a déjà pris, oui. Oui, elle a déjà pris. Et donc, il n'y a plus de Gennevillois dans la gouvernance, puisqu'ils ont été exclus avec la passation, vraisemblablement, entre l'ancienne structure et la nouvelle. Non, je ne crois pas que ce soit ça l'élément. Non, il n'y avait pas plus de structure de Gennevillois avant dans AAA que dans Verger. Vous confondez avec ce qu'on essaie de monter, c'est l'association de gestion de l'ensemble. Et peut-être que Céline Lanoiselet peut donner quelques éléments, mais c'est pas du tout corrélé. Qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents, j'en connais, mais ça n'a pas de rapport. Si vous permettez, donc l'agrocité a vocation à devenir le lieu de référence de la transition écologique sur notre ville. Donc on a une association Verger Urbain qui s'occupe de coordonner toutes les associations qui sont présentes sur place, avec donc des Gennevillois, il y a aussi des jardins partagés. Moi, je vous invite à vous y rendre et à rencontrer tous les Gennevillois qui sont sur place. C'est avec grand plaisir. C'est ouvert à toute la population. C'est le désaccord avec les gens que je vois bien de ce dont vous voulez parler. C'est plutôt au sein de l'association qui gère les jardins, qui est dedans, parce qu'en fait, c'est un regroupement de plusieurs associations qui sont sur place. Donc, c'est là qu'il y a un problème entre usagers, entre habitants de Gennevilliers, sur cette gestion. On ne vous cache pas que c'est compliqué d'arriver à... notre objectif, c'est d'essayer d'en faire une association de gestion avec l'aide des vergers urbains qui, eux, nous apportent plutôt l'aide en termes de contenu environnemental de contenu, quoi, tout simplement. Donc ce travail-là, on est un peu en échec. On a été en échec avec AAA. On est à nouveau en difficulté avec Verger Urbain, mais ce n'est pas de la faute des associations, c'est de la faute d'habitants qui se tapent entre eux, entre guillemets, en termes de... Ils ne se tapent pas physiquement, mais qui ne s'entendent pas, et qui nous rend difficile la dynamique associative. Mais on ne désespère pas d'y arriver. On ne désespère pas d'y arriver. On y arrivera. Et on voudrait peut-être le transformer en consortium d'organes d'association pour gérer l'ensemble de l'équipement. Parce que sinon, on se retrouve avec une privatisation de morceaux qui fait qu'une partie exclut l'autre et on a un risque d'appropriation que par quelques-uns. Donc, parce que les objets de mésentente, c'est quoi, en l'occurrence? Vous avez des exemples? Ils sont divers. Là, du coup, on a pendant un moment, il y avait la question
que vous aviez relevé d'ailleurs, mais qui a été réglé, puisque c'était pas un problème, c'était celui des adhésions à l'association, les 4 000 € qui ont été redonnés, qu'il n'y avait vraiment pas de souci, mais il y a des incompréhensions de ce type, d'ailleurs, croyant que l'association s'était accaparée, mais ce qui n'était pas le cas. Non, c'est des soucis sur l'objet, c'est-à-dire est-ce qu'on fait que de la cuisine, est-ce qu'on fait que du jardinage, et puis les gens entre eux, hein, tout simplement, il y a vraiment de la mésentente personnelle hein, aussi. Non, c'est assez compliqué à gérer en termes de dynamique humaine, pour l'instant. À nous aider à fédérer, parce que ce ne serait pas eux qui fédéreraient. Et en tout cas, ce qui nous aide, c'est à apporter le contenu et dans la culture, enfin la façon de cultiver, et dans l'appropriation par les habitants, pas seulement des Agnettes d'ailleurs, mais de la ville, d'enjeux environnementaux. C'est ça aussi qu'on demande à Verger Urbain. En gros, il faudrait qu'on arrive à faire comme une SIC ou une coopérative de gestion de cet équipement, si on ne veut pas qu'il soit approprié par l'un ou l'autre des différents usagers, sur des dynamiques humaines qu'on connaît bien, qui sont normales d'ailleurs, chacun a son truc, et puis c'est pas anormal, c'est un peu embêtant parce que ça traîne, mais c'est pas anormal, malheureusement. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 46, Madame Massard. Ça dort. De la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association Biocycle. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 47, Monsieur Duguay. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 à la convention cadre pluriannuelle du territoire Boucle-Nord de Seine dans le cadre de renouvellement urbain du quartier des Agnettes à Gennevilliers. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 48, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 à la convention de gestion établie entre la ville de Gennevilliers et le théâtre de Gennevilliers. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Eh bien, nous en avons fini avec les délibérations. Je vous propose que l'on passe au vœu avec ce premier vœu avec un joli titre pour le retour à la raison du pouvoir exécutif. Je suis sûr que l'opposition, un jour, va nous le sortir, celui-là. Madame d'Alcantara. Oui, si on veut être taquin, il faut le faire. Merci. Bonsoir à tous. Donc, depuis plus de 2 mois, la mobilisation sociale et populaire grandit contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron et le gouvernement d'Elisabeth Borne. Depuis plus de 2 mois, les arguments et éléments de langage du pouvoir politique échouent à convaincre les salariés et les habitants des raisons de leur réforme. Au contraire, jamais le rejet de cette réforme n'affaiblit et augmente même dans la population. Ainsi, plus de 9 actifs sur 10 rejettent les projets funestes du gouvernement. L'unité des organisations syndicales participe à des grèves massives dans tous les secteurs, énergie, transport, pétrochimie, services publics, etc. Malgré une mobilisation largement soutenue, le gouvernement a décidé de passer en force en réduisant le temps de débat parlementaire, bâillonnant les parlementaires. Au comble du cynisme du pouvoir, il décide d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour passer en force au mépris de l'Assemblée nationale qui aurait vraisemblablement rejeté le texte. Depuis, les déclarations pleines de morgue du gouvernement et de Macron viennent renforcer une détermination intacte des salariés et des Français à faire retirer cette réforme. Retrouver le calme dans le pays passe par le retrait de cette réforme, pas par le mépris du mouvement social et à travers lui des millions de Français. Le passage en force permanent aura et a déjà comme conséquence de rapetisser le débat politique, la force de la dispute sociale. Pardon. Si le gouvernement persistait dans cette voie, il porterait la responsabilité du désintérêt vers l'action politique chez des millions de nos concitoyens. Cette démonstration de la contrainte du pouvoir envers les travailleurs et les travailleuses du pays est encore plus insupportable tant il se montre faible et docile envers les grandes entreprises et les plus riches du pays. Quand l'inflation sur les produits alimentaires est de 17% sur un an,
Quand les factures d'énergie explosent, quand les profits des entreprises du CAC 40 battent des records, quand la fortune des plus riches a doublé en 2 ans de crise sanitaire, Macron est bien silencieux. Pire, quand le recours à l'aide alimentaire explose, quand les étudiants sautent des repas pour tenir leur budget, Macron est là aussi silencieux. Réuni le 29 mars 2023, le conseil municipal de Gennevilliers demande au gouvernement de retirer son projet de toute urgence. Il demande également une augmentation générale des salaires, la retraite à 60 ans, un plan pour combattre la pauvreté. Le conseil municipal tient à apporter son soutien à l'ensemble des salariés du pays et des travailleurs et travailleuses mobilisés pour un avenir meilleur pour toute la population. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Merga. Oui, nous allons voter pour ce vœu et je profite de l'occasion de ce vœu pour aussi dénoncer ce qui finalement est de plus en plus visible au sein de notre société. Avant, ça concernait seulement ou principalement les populations des quartiers populaires. Maintenant, la violence policière, elle est même sur Paris, elle est même sur tout le monde. Et donc, je dénonce publiquement cette violence policière, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, que ce soit pour les populations des quartiers, contre en tout cas les populations des quartiers populaires et contre les manifestants. On a tous vu des images de gens qui se font tabasser alors qu'ils ne sont pas ni Black Bloc ni quoi que ce soit. On a le retour de ces fameuses bravèmes qui nous rappellent effectivement les voltigeurs qui ont tué Malik Oussekine dans une cage d'escalier. Bref, qu'on ne soit pas amené à dire les uns et les autres jusqu'au bout que toute la police est violente, d'accord. Par contre, que le ministère de l'Intérieur, que le gouvernement, que d'une manière générale la société française accepte de dire qu'il y a trop d'éléments violents dans la police, ce serait un minimum. Et donc, pour nous associer à ce vœu, nous dénonçons également les violences policières. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Deuxième vœu, mise en conformité de Gennevilliers Habitat. Qui présente le vœu? Monsieur Merga. Merci, monsieur le maire. Alors que le principal bailleur social de la ville, Gennevilliers Habitat, administré par bon nombre d'élus issus de la majorité municipale, se targue d'une année sur l'autre d'avoir une gestion exemplaire de son parc de plus de 8000 logements. Le rapport de l'Agence nationale de contrôle du logement social, l'ANCOLS, rendu public en octobre 2022, est venu rétablir la triste vérité sur la façon dont cet organisme parapublic est géré. Les observations et conclusions sont assez édifiantes. Ce rapport pointe de très nombreux dysfonctionnements, à la fois structurels et fonctionnels, liés à des lacunes de gouvernance, à un défaut de contrôle interne, à un problème récurrent de fiabilité des données et à un système d'information insuffisamment développé. Ces dysfonctionnements, les locataires sont en droit de les connaître à l'heure où ils sont sommés de payer plus cher leur loyer, où ils doivent s'acquitter de charges toujours plus élevées. Le rapport relève notamment une vacance locative importante et une commission d'attribution des logements préparée de façon artisanale sur tableur, ce qui est source d'erreur car le logiciel dédié n'a jamais été mis en service. L'absence de plusieurs annexes obligatoires lors de la signature du bail, comme le DPE, les diagnostics de conformité électricité et gaz, le décompte des surcharges des surfaces corrigées. Des logements qui présentent pour plus de la moitié une étiquette énergétique dégradée, E, F ou G, ce qui témoigne d'un retard d'entretien et d'amélioration du parc existant. Un défaut de réalisation de diagnostics amiantes qui sont obligatoires pour se conformer à la réglementation, défaut qui porte particulièrement sur les parties privatives. Des exigences en matière de sécurité du patrimoine non atteintes, générant notamment des anomalies en matière de sécurité incendie devant être rapidement régularisées. Des risques juridiques mal maîtrisés aboutissant notamment à diverses irrégularités en matière de commande publique, ordre de service de gré à gré, sans mise en concurrence. Un manque de rigueur et de suivi dans la gestion des réclamations locataires, ainsi que dans la régularisation des charges locatives. Sans être exhaustive, cette liste d'irrégularités vise des secteurs clés de la gestion de l'OPH ou de Gennevilliers Habitat.
ce qui démontre que cette gestion est globalement défaillante, au point de mettre en cause la capacité même du bailleur à tenir ses obligations vis-à-vis des locataires. C'est d'ailleurs dans ce contexte que la SIC Gennevilliers Habitat a été condamnée le 14 novembre 2022 à payer une sanction pécuniaire de 530 000 €, décision émanant directement du ministère en charge du logement. Au regard des faits énoncés dans ce vœu, qui corrobore ce que notre groupe politique dénonce régulièrement depuis plusieurs années, nous demandons à la majorité municipale, largement représentée dans les instances dirigeantes de la SIC Gennevilliers Habitat, d'effectuer toutes les actions de mise en conformité visant à garantir la transparence, la sincérité, l'efficacité et, in fine, la crédibilité du bailleur. Et cela dans les plus brefs délais. En effet, il est inconcevable que la réponse à cette carence généralisée se limite au paiement d'une amende ou que le rétablissement de standards de gestion acceptables s'étale sur un temps long. Nous sollicitons donc la mise en place d'une mission de conseil et conformité, sollicitée dans le respect des dispositions relatives au marché public. Parallèlement, il est nécessaire de prouver aux locataires que le paiement de cette amende ne leur sera pas impacté en aucune manière. Merci. Merci. Madame Mancéry. Bien entendu. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vous avoue que je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire à travers ce vœu. Alors, si le but de ce vœu, c'est de demander à ce qu'on soit dans une amélioration continue du premier bailleur de la ville, on peut qu'être d'accord avec cette demande, et c'est ce qu'on s'ingénie à faire depuis des années. D'ailleurs, dans la lignée aussi de ce que fait la ville, dans tous ses efforts pour améliorer l'environnement de ses habitantes et de ses habitants. Alors, avant de venir sur le fond et aussi la forme du vœu, je vais quand même faire un petit rappel du contexte politique, puisque on en avait déjà parlé, je crois, au dernier conseil municipal. Il faut rappeler ce que c'est que le logement social. Et le logement social, c'est un système qui fonctionne à partir du moment où il y a de l'argent public pour le financer. S'il n'y a pas d'argent public pour le financer, s'il y a l'État qui se désengage, comme il le fait à travers la réduction du loyer de solidarité, si jamais la région se désengage en finançant pas les constructions, si jamais le département se désengage en finançant pas les constructions, si jamais il n'y a pas d'aide à la pierre pour construire, si jamais il n'y a pas de subvention pour les réhabilitations, eh bien en fait, les bailleurs sociaux doivent recourir à l'emprunt. Et en gros, quand il y a moins d'argent public, il y a besoin d'aller chercher de l'argent chez les locataires. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ensuite, il y a un jeu qui est marrant, qui est de renvoyer le bailleur contre son locataire et de ne pas se dire à un moment pourquoi est-ce qu'on ne revient pas dans un système où il y a un fort financement public pour permettre de faire en sorte que les locataires ne soient pas perdants à tous les coups. C'est-à-dire que si on ne finance pas les réhab, les locataires, ils ont leur facture d'électricité qui augmente et de gaz qui augmente, leur provision de charges qui augmente. Et si jamais si on ne finance pas les réhab en n'augmentant pas un peu les loyers, si jamais... pardon, j'ai soif. Et si jamais on augmente pas on augmente les loyers, on va directement chercher dans le porte-monnaie des locataires. Donc du coup, ils sont perdants. De toute façon, dans un tableau ou l'autre, ils sont perdants. Donc la solution, c'est quand même de d'abord se battre pour qu'il y ait un vrai financement public du logement social. Ça, c'est un contexte en fait qui est commun à tous les bailleurs sociaux et qui nécessite que les bailleurs sociaux fassent des choix dans leur gestion, mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors maintenant, je vais revenir un peu sur la forme. Alors vous prenez appui sur le rapport de l'ANCOLS, qui est l'Agence nationale de contrôle du logement social. Et je pense qu'on peut d'abord essayer de ramener à sa juste proportion quelque chose que vous essayez de faire passer de manière un peu sensationnaliste, comme ça, parce que ce rapport, dont vous semblez prendre connaissance en octobre 2022, a un contenu qui correspond à des observations qui ont été faites en 2018 et 2019 sur une période qui couvre 2014 à 2018. Donc vous pouvez imaginer qu'entre 2014, 2018 et maintenant, il y a quand même un peu de travail qui a été fait. Mais on va détailler tout ça tout de suite. Alors, comme tous les organismes de logements sociaux,
en fait, l'agence nationale, enfin l'ANCOLS, elle se dit pas, tiens, ça va pas chez eux, je vais aller voir. En fait, c'est cyclique, là, elle fait un contrôle tous les 5 à 6 ans. Et comme pour tous les organismes publics, les contrôles, ils donnent lieu aux observations qui sont publiées dans le rapport. Alors dans ce cas, dans le cas qui nous occupe, ces observations, donc elles ont été faites, le contrôle a eu lieu de 2018 à 2019, sur la période couvrant 2014 à 2018. Ensuite, elles ont été rendues publiques en mars 2021. Donc après, je ne sais pas quel rapport vous avez vu en octobre 2022, mais ce rapport-là, il existe depuis mars 2021. Il est sur le site de l'ANCOLS depuis 2 ans. Et vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous avez participé au conseil d'administration du 17 décembre 2020 où on a pris acte tous ensemble du rapport qu'on vous a donc fourni avant sa publication. Donc faire mine de le découvrir maintenant, c'est un peu... Voilà, excusez-moi. Non, vous ne me coupez pas, je termine. Si, je vais vous couper parce que non, quand j'étais au sein du conseil d'administration, j'y étais en tant que représentant des Merga. locataires élus et non pas en tant qu'élu. Monsieur, Attention, ne mélangez pas les torchons et les serviettes parce que Merga, vous êtes à toutes les places, mais moi, j'étais pas à toutes les places. Monsieur Merga, on vous a pas coupé, et vous coupez pas en tranches, c'est le même Merga qu'il soit représentant des locataires ou élu. Donc, bah si. Bon, par contre, tu Bah, m'as si. coupé aussi, donc maintenant je reprends. Donc ça, c'est le premier point. Donc en fait, c'est un peu outrancier la manière dont vous avez présenté les choses. Et d'ailleurs, si jamais on était vraiment dans des questions d'irrégularité si graves, on aurait eu autre chose qu'une amende. Et encore, cette amende, elle ne porte pas sur la gestion de Gennevilliers Habitat, mais je vais y revenir plus tard, elle porte sur un choix politique qu'on a fait et qu'on va décider d'assumer. Mais ça, j'y reviens après. Ensuite, comme d'autres organismes de logements sociaux, il y a eu, comme tout le monde en fait, avec les lois MOL, Allure, NOTRe, Élan, il y a eu tout un travail juridique de réorganisation de manière à ce qu'on puisse réussir à garder la maîtrise locale de notre bailleur, du premier bailleur de la ville, qui loge effectivement la moitié de nos habitants. D'ailleurs, ça, je voudrais quand même saluer ce qui a été fait par mon prédécesseur Marc Courson, avec Patrice Leclerc et avec toute l'équipe qui s'est vraiment battue pour qu'on puisse ne pas être absorbé soit par le territoire, soit par l'OPH de Colombes, soit par Hauts-de-Seine Habitat. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait être absorbé par Hauts-de-Seine Habitat. Et je peux vous dire que vu les relations qu'Hauts-de-Seine Habitat a avec ses locataires, et pour le coup, alors je me permets de le dire, mais je ne devrais pas, mais je peux le dire, la qualité de l'entretien de leur patrimoine qui est vraiment pas très bonne, je pense que c'était un bon choix en fait de garder la maîtrise locale de Gennevilliers Habitat. Alors ensuite, moi je vais revenir quand même sur un peu votre liste. Moi non plus, je ne vais pas être exhaustif sur le rétablissement parce que sinon on va y passer des heures, mais je vais quand même prendre quelques exemples. Parce que vous avez quand même passé, et je suis désolée, hein, vous y étiez, 5 ans, 4 ou 5 ans d'ailleurs, en tant qu'administrateur de l'OPH puis de Gennevilliers Habitat, et vous avez pu constater que la commission d'attribution a effectivement été modernisée, que l'outil en question a effectivement été mis en place à partir de 2019, je pense. Vous avez assisté à la création de la direction des achats, où vous avez pu assister ou voter. Ça s'appelle un outil qui s'appelle PREM, et qui, un outil informatique de gestion de la cale qui s'appelle PREM. Et donc, je vous dis qu'il y a un outil de gestion informatique qui s'appelle PREM. Alors après, si vous voulez venir travailler chez nous pour voir comment est-ce qu'il fonctionne, il n'y a pas de problème. Et moi non plus, PREM, j'y vais pas parce que c'est pas mon boulot. Et donc, l'adoption d'un plan stratégique de patrimoine qui intègre... je te remercie. Merci beaucoup. Merci Ibrahima. Pardon. Un plan stratégique de patrimoine qui intègre la réhabilitation thermique, mais ça on va en parler dans 2 minutes, et les questions de sécurité incendie dont on parlait. Et d'ailleurs, je voudrais juste qu'on revienne sur les histoires de performance énergétique, parce que le rapport de l'ANCOLS, vous pourrez consulter la page 20, où on parle d'un classement de performance énergétique de 2010, qui reprend les éléments dont vous parlez. Et ensuite, le rapport, il mentionne un autre classement
de performance énergétique, daté de 2016, qui indique que plus de la moitié du patrimoine est au-dessus de l'étiquette D. Et aujourd'hui, en 2020, c'est la quasi-totalité du patrimoine qui est au-dessus de l'étiquette D. Alors ça m'amène quand même à noter que, alors je ne sais pas si c'est volontairement ou pas, qu'on omet un petit peu de citer les paragraphes du rapport en question qui précisent que des mesures étaient déjà en train d'être prises, mises en place au moment de la rédaction du rapport, que ce soit en termes de vacances, donc page 21, puisqu'aujourd'hui, en 2020, on avait divisé par 2, et aujourd'hui, en 2023, nous sommes autour de 50 à 80 logements vacants de manière roulante, ce qui nous amène à moins de 1% de vacances dans le patrimoine. Et donc, il y a aussi la mise en place de la direction des achats dès 2018. Donc, c'est quelques corrections par rapport à ce que vous affirmez dans votre vœu. Et encore une fois, c'était des choses qui avaient été constatées. S'il vous plaît, monsieur maire, oui, et ce que je dis, c'est que... Acceptez d'écouter un peu, et puis... sinon, nous, on va vous couper aussi, puis je vais vous couper la parole et la limiter. Donc, non, ce que je dis, c'est que vous citez le rapport de l'Encols, c'est moi aussi. Et en général, à 1 ou 2 paragraphes d'intervalle de ce que vous citez. Donc, allez le regarder vraiment, c'est intéressant. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter là sur le rapport de l'Encols, et on va passer à l'amende de 530 000 €. Alors, l'amende de 530 000 €, elle concerne la période de 2016 à 2018. Mais elle vient sanctionner pas un dysfonctionnement, mais, comme je le disais, une décision politique qui visait à appliquer un abattement du surloyer de solidarité pour favoriser la diversité sociale dans les quartiers. C'est une décision politique qui a été prise depuis 2011 par le conseil d'administration de l'OPH à l'époque. Et un peu surprise que ça revienne dans le vœu, puisque cette mesure, vous l'approuviez avec nous, l'abattement du surloyer de solidarité, alors encore une fois en conseil d'administration, le 22 janvier 2022, puisque vous avez voté avec nous la motion qui affirmait notre opposition à la suppression de cet abattement. Et donc à ce jour, nous on conteste l'amende, parce qu'on pense que c'était une bonne idée ce surloyer de solidarité, cet abattement de surloyer de solidarité, et donc on la conteste sur le montant et sur le fond, et on part au Conseil d'État pour essayer de la contester et gagner une bataille politique là-dessus. Et on espère que vous nous soutiendrez là-dedans. Maintenant, juste sur la petite question, parce que je pense que c'est bien de rassurer les locataires sur le fait qu'une amende comme celle-là, et ça c'est une règle de gestion, c'est pas dans les loyers qu'on l'impacte, c'est juste que ça vient gréver la trésorerie du bailleur social, et que du coup, ça va un peu nous gêner, mais pas plus que ça, dans le décaissement pour pouvoir financer les réhabilitations, les constructions, donc en fait tous les projets d'investissement qu'on a, puisqu'on garde cette trésorerie pour pouvoir en fait procéder au décaissement nécessaire pour mettre les opérations en marche. Donc en gros, moi c'est pour vous faire un peu l'histoire de ce rapport. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport, je me souviens, moi j'ai pris mes fonctions à Gennevilliers Habitat en juillet 2020 et j'ai reçu le pré-rapport en septembre 2020. Et il a été présenté au conseil d'administration en décembre 2020, après des allers-retours entre Gennevilliers Habitat et l'Encols pour qu'on puisse faire nos observations, parce qu'on n'était pas d'accord sur tout, et l'Encols a pris en compte un certain nombre d'observations. Et ce rapport, pour tout vous dire, il a été très très utile dans ma prise de fonction, parce que ça s'appelle un rapport de contrôle, mais dans les entreprises, ça s'appelle un rapport d'audit. Et en fait, finalement, l'Encols, en faisant ce rapport, il permet en fait de donner une feuille de route, de se dire à ce moment-là, voilà, on a ça qui fonctionne bien, ça qui fonctionne moins bien, et ça permet d'avoir une feuille de route assez claire de ce qu'on a à faire. Et pour le coup, dans les, depuis, d'ailleurs, c'est antérieur à mon arrivée, il y a pas mal de choses qui ont effectivement été traitées et redressées et modifiées en mieux depuis ce rapport. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier le directeur général, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre justement de choses qu'on a mises en place, pour lesquelles on est sollicité par d'autres entités du logement social pour partager et échanger notre expérience et notre savoir-faire. Et donc, là maintenant, on a parlé de toutes ces choses-là, mais
j'ai envie de vous donner aussi peut-être les 2 axes sur lesquels on va plus travailler encore en 2023. Bon, il y a la question des rapports de proximité avec la création des bureaux de proximité, un siège ouvert sans rendez-vous plus qu'après le Covid, parce qu'on a eu une période de fermeture au public sans rendez-vous un peu longue. Et pour finir, on engage quand même un plan pluriannuel d'entretien du patrimoine dont je parlais plus tôt, qui est de 20 millions d'euros sur 3 ans. Et donc l'objectif, pour notamment les questions thermiques, énergétiques, c'est de passer au-dessus de l'étiquette C pour la moitié du patrimoine. Voilà, c'est un petit panorama, j'en profite pour vous faire un petit tour sur ce qu'on a prévu dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci. D'autres interventions? Je vous propose de passer au vote sur ce vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez pas. Qui est pour? 3 pour. Ça change. Je vous propose de passer à la question orale. Qui la présente? C'est moi, monsieur le maire. Bah, vas-y alors. Madame Girardi, allez-y. Non, c'est Karine. Ah, pardon. Vas-y, Karine. Non, excusez-moi. Donc, merci de me donner la parole pour aborder la question de la lutte et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, sur la base de l'arrêté municipal pris le 23 février dernier par monsieur le maire, Patrice Leclerc, d'une part, et des articles parus dans la presse, d'autre part, il est désormais établi que l'ex-adjoint au maire, monsieur Chaouki Absi, a été démis de toutes ses fonctions et délégations en raison d'une présomption d'agression à caractère sexuel sur une employée municipale. Alors, dans ce contexte, la majorité municipale peut-elle affirmer qu'aucune autre employée de la ville n'a eu à souffrir de ce type d'agissement de la part de M. Absi? Et à défaut, peut-elle diligenter une enquête interne à son initiative et celle de la commission SSCT, tout en respectant l'anonymat des témoignages afin de s'assurer qu'aucune victime potentielle n'a eu à déplorer ce type d'agissement? Merci. La réponse, Madame Pérez. Oui, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, oui, donc pour répondre à votre question, nous demandant si aucune autre employée de la ville n'a eu à souffrir des agissements similaires de la part de M. Absi, j'invite évidemment tous les personnes, les élus et vous-même, si vous aviez connaissance de ces faits, de tels faits, de nous le signaler. Évidemment, conformément à la qualité d'officier de police judiciaire du maire, nous ne manquerons pas, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, de les porter à la connaissance du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nanterre. Vous le savez, la ville de Gennevilliers, l'équipe municipale est intransigeante à l'égard de tout acte qui pourrait porter atteinte à notre combat féministe. Comme l'a rappelé Monsieur le maire en début de séance, nous agissons pour assurer la protection des agents contre toute violence sexuelle. Donc, dans ce cadre-là, Monsieur Absi a donné sa démission 24 heures après la découverte des faits incriminés et de tous ses mandats électifs. Nous avons accordé tout de suite à l'agente la protection fonctionnelle à la victime, ainsi que la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'avocat. Et donc, je crois que c'est ici une réponse à votre question sur la manière dont la municipalité considère et prend en charge de tels actes. Il existe déjà en mairie, à l'attention du personnel communal, un dispositif de signalement qui vise les actes de violence, les harcèlements, discriminations et agissements sexistes dont les agents pourraient être victimes. D'ailleurs, la cellule de signalement garantit aux agents un traitement confidentiel, impartial et participe évidemment à porter à connaissance tout fait de ce type. Cette cellule, dans ce cadre, a immédiatement pris en charge la victime
qui a signalé les faits. Donc pour nous, la procédure mise en place avec cette cellule de signalement a démontré son efficacité dans ce cas précis. Elle traduit pour nous la volonté de la ville de protéger les agents contre tout type de harcèlement moral, sexuel dans les relations de travail. Vous le savez et nous le rappelons, les violences faites aux femmes sont un axe important du combat de la ville aux côtés de tous les mouvements féministes. C'est un combat au cœur de notre action. Merci. Non, il n'y a pas de débat sur les questions orales. C'est le règlement intérieur que vous avez adopté comme nous. Je vous propose de passer au compte-rendu des décisions municipales. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte de ce compte-rendu? Oui. Avant de lever la séance, je renouvelle un joyeux anniversaire à Christian. Et je vous informe que la prochaine séance aura lieu le 31 mai 2023 à 20 h. Bonne nuit.